Ah, Hollywood, c'est quand même fabuleux, hein. C'est un monde où tu peux te pointer avec un CV d'incompétent notoire, que ce soit en termes de réalisation ou de scénarisation, et on va te donner du matériau source de dingue pour t'inviter à en faire des bonnes grosses bouses qui collent au basket, hein, et tu seras en plus payé très cher pour le faire. Ah bah il suffit de voir les trucs à la Fast and Furious et j'en passe, et même Warner avec leur Monsterverse. Ah bah il y a du gratiné là, hein. Et puis ça tombe bien parce que en plus, au moment où je sors cette vidéo, eh ben, il s'apprête à en sortir un nouveau justement, Godzilla X Kong. Ah, rien que les bandes annonces font rêver. Ah bah j'espère qu'il sera pire que les précédents, hein. Histoire que j'ai quand même de quoi faire pour le bousoscope, même si pire, c'est quand même devenu extrêmement compliqué au vu de ce qu'ils ont déjà pondu. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de commencer par le début, alors c'est parti, on s'y frotte. Donc oui, vous avez bien compris, on va évidemment traiter de la rencontre entre Godzilla et Kong, mais pas tout de suite, hein. Traitons d'abord du cas de chacun, et aujourd'hui c'est Kong qui ouvre le bal avec Kong Skull Island, donc un film avec des prétentions esthétiques à la Apocalypse Now, hein, rien que ça, sur fond donc de guerre, de post-guerre du Vietnam. Alors bien sûr, comme d'hab, vous connaissez le principe du bousoscope, ça va spoiler comme des gros sagouins, alors c'est parti. Et donc notre film commence en 1944, entre l'Australia et la South America, dans l'océan Sud-Pacifique, l'atoll de Pom Pom Gali. Et là, donc le monsieur qui se dit qu'il aurait peut-être pas dû faire l'impasse sur les lectures de Robinson Crusoe à l'école, vu qu'il s'est un peu craché au milieu de nulle part. Mais enfin bon, pas trop le temps de se poser la question qu'il doit déjà accueillir un nouveau copain. Enfin, copain, c'est vite dit. Donc voilà, visiblement japonais, puisque bon, il se trimballe en plus avec un katana, hein. Et oui, il faut bien utiliser les clichés au cas où le spectateur serait quand même un peu con. Mais bon, quand on a des flingues... Enfin ça, c'est à la condition de savoir viser, mais visiblement, ils ont eu un petit peu le même instructeur de tir, vu qu'ils sont même pas foutus de se toucher, ne serait-ce que le lobe de l'oreille à 10 mètres de distance. Du coup... Bon bah là maintenant il y a 3 mètres qui les séparent, mais comme ils sont un peu cons, ils ont un peu oublié effectivement qu'ils avaient des flingues pour en finir rapidement. Et arrivé au bord d'un ravin, donc monsieur le japonais constate que son sabre commandé sur Wish, bah finalement c'est pas une très bonne affaire, puisque on peut l'arrêter effectivement à main nue, c'est cool, hein. Mais bon, comme le duel avance à rien, qui sait que c'est qui arrive? Mais non, pas lui. Et c'est tout. Du coup, grâce à un générique vachement subtil, plein de rétrospectives, on nous transporte désormais en 1973. Importante manifestation ont conduit les audiences du comité du Congrès dans une impasse. Ce qui laisse présager... Donc manifestation devant la Maison Blanche pour exprimer son mécontentement, donc déjà face à la guerre au Vietnam, et accessoirement à cause du chaos provoqué par la pénurie de shampoing vu les tignasses dégueulasses des manifestants. On débarque à Washington au pire moment qu'on puisse imaginer. Donc ça c'est John Cochonou, hein, qui a rendez-vous avec le sénateur et qui est accompagné de son assistant Arnold Relou. Voilà, donc vous avez bien vu la valise avec la grosse enseigne Monarque dessus. Alors c'est génial parce qu'on découvrira plus tard que en fait cette agence travaille dans le secret, donc quoi de plus normal que de s'exposer de la sorte avec une valoche pleine de documents classifiés en plein milieu d'une manif, surtout quand en plus on a la morphologie de John Cochonou ou de son gringalet d'assistant. Et une fois dans la Maison Blanche, on apprend effectivement que leur société, basée sur la recherche de trucs un peu inédits sur Terre, est complètement fauchée et que seul le sénateur peut éventuellement leur attribuer l'aide dont ils ont besoin. Mais
Nous avons aujourd'hui conclu un accord de fin des hostilités qui apportera une paix honorable au Vietnam. Ce qui fait que là, d'un seul coup d'un seul, le calendrier du sénateur vient drastiquement de changer, ce qui n'empêche pas John Cochonou de faire le forcing pour exposer les faits aux politiciens afin de le convaincre dans sa demande. Et donc, voilà ce qu'il présente. Une île non répertoriée située dans le sud du Pacifique. Elle s'est soustraite à la découverte jusqu'à présent. Ok, alors, vous avez bien entendu, hein, une île qui s'est soustraite à la découverte. Retenez bien ça, parce que c'est quand même un peu très important pour la cohérence, ou la non-cohérence des propos de John Cochonou qui vont suivre. Elle est mentionnée dans les légendes de nombreuses civilisations. Mais donc, les légendes, des légendes basées sur quoi ? Puisque bon, visiblement, jusque-là, personne ne savait qu'elle existait, cette île. Donc comment tu peux établir des légendes sur quelque chose qui n'existe pas forcément ? L'île du crâne. Ok, donc île baptisée effectivement ainsi pour les légendes en raison de sa forme particulière. Et ces légendes, j'ai bien envie de savoir comment elles faisaient autrefois pour savoir que l'île avait cette forme en vue aérienne. Hein ? Bah ouais, il l'a survolée sur des tapis volants. Ce rêve bleu. Bref, vous l'avez compris, c'est déjà débile à souhait, et pourtant on n'est qu'à 5 minutes de film. C'est fabuleux, ça promet du très très lourd. Elle est connue pour le nombre d'avions et de bateaux qu'elle a vu disparaître. Ah, donc, d'île non répertoriée et soustraite à la découverte, maintenant tu découvres que finalement elle est un petit peu connue comme le loup blanc bientôt. Hein. Bon, visiblement le sénateur, il croit pas trop à tout ça, hein, et puis bon, il va arriver un petit peu en retard à la cantine ce midi, d'autant plus que c'est ravioli. Sauf que John Cochonou, lui, il lâche pas l'affaire et il avance ça. L'essai nucléaire de Castle Bravo en 1954 n'était pas un essai. Il voulait tuer je ne sais quoi. Ah ok, donc en gros, des bâtiments de l'armée américaine qui participaient à des tirs nucléaires ont fini déchiquetés dans le secteur, mais durant toutes ces années, tout le monde s'en est battu les roubignoles au sein des autorités. C'est extraordinaire. Même le sénateur, il n'était pas au courant de ça. Alors que, bizarrement, la photo du dit bateau est tirée d'un article de presse. Bon, voilà. On peut pas dire que la presse ce soit l'univers le plus caractéristique du secret, quoi. Et puis bon, la destruction d'un bâtiment militaire de grande ampleur, c'est pas comme si ce genre d'événement aurait vite fait de pousser au soupçon à l'encontre d'un potentiel ennemi et que tu finirais avec une situation géopolitique qui serait presque proche de la crise des missiles cubains quand même. Enfin bref, heureusement, Arnold aime bien outrepasser son statut d'assistant pour ouvrir sa gueule. Monsieur le sénateur, Landsat envoie une équipe sur l'île en question. On pourrait se greffer sur leur opération. Donc Landsat, c'est la société qui a fourni notamment les clichés satellites de l'île à John Cochonou. Ils les ont fournis volontairement. Donc s'ils sont prêts à partager la photo, pourquoi vous leur demandez pas directement, plutôt que de passer par le sénateur qui de toute façon n'a rien à foutre? Mais pour l'en convaincre, en lui expliquant qu'on pourrait y faire des découvertes extraordinaires, peut-être de nouvelles ressources, ou peut-être tout simplement d'une nouvelle variété de hamsters, hein, il termine par... Demain soir, le Novosat soviétique va passer au-dessus de cette île, et dans 72 heures, les Russes auront les mêmes images que nous. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que l'île mystérieuse, mais pas si mystérieuse, mais en fait, si, un petit peu quand même, a été invisible à toute technologie de détection durant des années, et en l'espace de 72 heures, ça va être open bar pour tout le monde, quoi. Mais vous vous foutez de notre gueule. Du coup, le sénateur valide, mais John Cochonou n'en a effectivement pas fini. Monsieur le sénateur, une dernière chose. Il faudra que des militaires nous escortent. Donc nous voilà partis sur la base américaine au Vietnam avec tous les clichés du genre, notamment en plus la musique d'époque, hein, et un colonel que l'on appellera Bad Nick Fury parce que tout est tellement bien amené dans ce film qu'on connaît déjà le destin de chaque personnage dès la première minute d'apparition. Eh bien, notre colonel végète un petit peu tristoun dans son bureau, hein, parce que bon, la guerre est finie et qu'ils vont rentrer bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Jusqu'à ce que Chapman, donc jeune officier au regard de chien battu, vienne lui rendre visite, parce que... Il vous fallait quelque chose? Non, ça va. Bien reçu. Parce que rien en fait. Alors ça c'est quand même vachement subtil, cette manière de présenter des personnages via des scènes de vide.
mais de vide total en fait. Et vous allez voir que c'est pas fini, il y en aura aussi beaucoup d'autres, hein. Bon, ceci dit... Colonel, et vous, colonel? Colonel, ça va, colonel? Ça aura donc permis en 1 minute de savoir que Badnick Fury est quoi déjà? Colonel? Ah oui, voilà. Quelques minutes plus tard, Badnick Fury reçoit donc un coup de téléphone de son supérieur. Vos hommes et vous seriez prêts pour une dernière OP? Bah, j'y serais pas opposé, général. Donc alors qu'on pouvait découvrir au début du film que tous ces hommes sont pressés quand même un petit peu de rentrer chez eux vu que ils sont censés être rapatriés dès le lendemain, lui en fait il s'en bat les steaks parce que tu comprends, hein, il avait une guerre à gagner et en fait on lui a un petit peu coupé la chic. Ah ils vont être contents, hein, ces Gus, quand ils vont apprendre la nouvelle. Hein. Bref, après avoir eu la preuve en image qu'on ne pouvait pas gagner le Vietnam avec des chefs militaires aussi cons, nous retrouvons donc John Cochonou et Arnold qui sont arrivés à Saigon. Vous avez déjà obtenu une escorte militaire. Pourquoi un éclaireur? Et pourquoi des forces spéciales? Anciennement des forces spéciales, il est aux ordres de personne. Ah, ça promet un personnage haut en couleur, hein, genre vieux baroudeur avec une allure un petit peu à la Crocodile Dundee. Et donc, pour le retrouver, ils entrent dans un bar à putes. Et alors que John Cochonou a repéré justement un ladyboy qu'il irait bien honorer dans sa chambre d'hôtel juste après, hein, on fait la connaissance avec notre futur éclaireur qui est en proie justement à un guignol pas très content d'avoir perdu son fric sur un pari à la con, quand il espérait peut-être pouvoir le dépenser avec une tapineuse. Bon pour le côté Crocodile Dundee, on repassera, hein. Bref, l'heure des négociations avec les agents de Monarch a sonné, mais au vu du danger qu'on lui décrit... Vous n'imaginez pas à quel point c'est risqué. Je veux 5 fois plus. Donc une somme quand même conséquente, mais qui ne pose visiblement pas de problème pour une agence qui si on se réfère au début du film, est complètement fauchée. Hein, et donc carrément fauchée au point d'être contrainte de devoir squatter l'expédition des autres. Mais bon, on n'est plus à une invraisemblance près, hein. Mais bon, il a l'air visiblement cool cet éclaireur et du coup, comme il a remporté un petit peu le gros lot dans cette affaire, on va l'appeler Get Lucky ou plutôt Get Lucky, au vu justement de l'acteur. On change maintenant de décor pour atterrir dans une chambre de développement photo afin de nous présenter une reporter photographe qui reçoit un coup de fil de son boss lui annonçant qu'elle est donc autorisée à suivre l'expédition mystérieuse, bien que son patron ne pige pas trop pourquoi elle préférerait faire ça plutôt que d'aller honorer son rendez-vous pour finir en couverture de Time Magazine. Et son argument c'est... Quand 3 sources différentes racontent la même chose, mot pour mot, elles mentent, c'est clair. Ouais, alors moi, quand 3 personnes me disent mot pour mot que je suis extraordinaire, ce qui arrive quand même assez souvent, j'estime pas qu'elles disent des conneries. Donc, sachez-le désormais, selon cette photographe, si 3 sources vous disent mot pour mot que les carottes sont oranges, ça va télé, dites-vous que ce seront des mythos. Bon, ceci étant, le personnage est interprété par Brie Larson, hein, donc vous savez, Captain Marvel, donc bon, ça en dit bien assez sur l'ampleur du personnage à venir, mais surtout, quand on sait à quel point la presse sait tenir sa langue, on pourrait finalement s'interroger sur la logique des scénaristes à vouloir foutre une reporter au sein même d'une expédition secrète. Déjà, c'est pas très cohérent. Mais bon, qui suis-je pour remettre en doute la logique du film, hein ? Bref, jour J, sur les quais, les militaires conviés à la fête ne cachent effectivement pas leur joie de faire du rab pile à l'heure où ils devraient avoir le cul dans l'avion qui les ramènerait au pays, hein, se demandant justement quel a été le connard qui a bien pu décider une telle débilité de dernière minute. Ah oui, c'est lui. Et donc Brie arrive aussi sur les lieux. Mason Weaver, photographe. Mason Weaver est une femme? Oula mec, fais gaffe à ce que tu dis, hein. Tu t'adresses quand même à Brie Larson là, une féministe anti-homme blanc quand même. Ah c'est des coups à finir avec un procès pour discrimination, hein. Et donc la voilà qui fait la connaissance de Badnick Fury, et là donc c'est un petit peu le concours pour savoir lequel des deux est le plus con, et je peux vous dire qu'ils sont forts tous les deux. En même temps un tel titre ça se mérite, hein. Bref, le bateau parti, c'est l'heure du briefing. Et donc, vous avez vu, lui, c'est le chef de l'expé. Donc, avec son air de Paki et sa moustache, on va l'appeler Borat, hein, tout naturellement. Et donc, vous avez bien vu, en gros, derrière, le thème top secret. Finalement, oui, ça rend encore plus débile le recrutement à la mission d'une reporter photographe qui attendra même pas de rentrer pour tout divulguer. Bref, grosso merdo, ce briefing, ça donne ça. L'île est entourée d'un vortex cyclonique perpétuel, ce qui lui a permis de rester dissimulé du monde extérieur.
Donc un vortex cyclonique perpétuel de la taille du Nil, chose qui ne doit pas se voir, hein, évidemment, hein, même de loin, puisque personne n'a jamais signalé le phénomène après être passé à proximité, que ce soit en bateau ou en avion. Mais grâce aux hélicoptères du colonel Packard et de ses pilotes, nous serons les premiers à le franchir. Bon, déjà, là, je trouvais que ça partait sacrément en couille, mais bon, maintenant, ils veulent carrément passer à travers avec l'objet volant, finalement, le moins solide possible de l'époque. C'est extraordinaire. C'est pas, en plus, comme si, justement, l'île et le vortex étaient apparemment connus pour le nombre d'avions et de bateaux perdus, si on se réfère à ce que disait John Cochonou au tout début du film, hein. Enfin, je sais pas, s'il y a que ça, tu prends un sous-marin, tu passes sous l'eau pour éviter le vortex, et puis c'est plié, non? Ah mais non, c'est trop intelligent. Et donc, une fois sur l'île, le but de la manœuvre, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, larguer des dispositifs explosifs spéciaux pour évaluer la densité du sol, car après tout, c'est toujours ce qu'on fait en premier, hein. Quand on découvre un territoire inconnu, on bombarde la zone, et puis c'est après qu'on décide de jeter un œil pour savoir ce qu'on a détruit. Moi, je vais garder l'idée, justement, en cas d'invitation peut-être de la part de mon voisin. Et donc, au tour de Chapman de briefer la partie escorte militaire. Une fois sur l'île, à cause du cyclone, tous les échanges radio avec le navire seront coupés. Ah, ça, c'est un peu ballot. Au bout de 3 jours, une équipe de ravitaillement nous rejoindra au nord de l'île. Ce sera peut-être bien le seul et unique moment où on aura une chance de repartir sans encombre. Donc, en gros, passez 3 jours. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, les hélicos se barrent, le bateau aussi, et tant pis pour votre gueule. C'est ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche que cette équipe reste plus longtemps? Enfin, je sais pas, ils ont soirée poker le lendemain ou quoi? Bref, c'est complètement débile. Une fois cette préparation déplorable de mission achevée, Get Lucky va jeter un œil dans les cales pour voir un petit peu la gueule des fameux explosifs, sur lequel il a quand même quelques doutes, hein. Et comme Brie ne s'est effectivement pas encore frité verbalement avec lui et qu'elle a effectivement une réputation de connasse à entretenir, l'ambiance s'échauffe un petit peu. Je vous vois pas trop en mercenaire. Je ne vous vois pas trop en photographe de guerre. Photographe et contre la guerre. Mais oui, bien sûr, c'est très connu que les médias ne publient que pour nourrir le monde des bisounours, n'est-ce pas? Bref, le lendemain, avant de décoller pour l'île... rappelle-moi déjà, Brice, ce que tu penses de la guerre? Non, parce que là, tu sais que tu es en train de prendre des photos de mecs qui en reviennent. Je dis ça, je dis rien. Et donc le bateau commence son approche de l'île, et effectivement, le cyclone qui l'entoure donne droit à un spectacle peu rassurant vu la taille du truc, au point qu'on se demande comment personne n'a jamais pu le voir depuis des siècles, hein, même en passant à 50 km de distance. Enfin, je sais pas, c'est un non-sens. Bref, on en est arrivé à un point où carrément Borat, il a presque envie d'abandonner tellement le truc mais fait complètement flipper et fait plus d'étincelles que Claude François. Mais bon, John Cochonou décide de prendre les devants, hein. Donc en gros, la logique de ce film s'appuie sur le fait que même si tu organises tout et que tu payes la note, dans le cadre de cette expédition, à savoir Landsat, eh ben t'as juste à fermer ta gueule face à tes invités, donc notamment Monarch, qui viennent limite en tant que squatteurs et te filent des ordres. C'est beau, quoi. Mais bon, si effectivement on veut que le film dure, il va bien falloir y aller quand même sur cette île. Du coup, Bad Nick Fury tranche, et donc c'est parti pour l'île. Et évidemment, après maintes hésitations, Borat décide quand même de faire partie de l'expédition, ce qui scellera effectivement son destin d'homme voué à mourir, puisque, comme tout homme ayant une moustache, dans un film, est systématiquement voué à mourir. C'est la règle, c'est la règle. Alors non, il y a un cas exceptionnel, c'est celui de Tom Selleck. Alors juste là, vous voyez, en gros, il y a 4 hélicos sur le pont et qui décollent. Retenez bien ça, c'est important. Maintenant... Coup de force, en formation derrière moi, on reste groupé. Voilà, donc là, il y en a désormais 10. C'est ça la magie des scénarios de merde. Bon, on ne sait pas où ils avaient planqué justement tous ces hélicos sur le pont d'envol, parce que de toute façon, il n'y avait absolument pas la place de pouvoir tous les mettre dessus. Mais bref, passons. Ce qui fait que là, précisons qu'il n'y a plus aucun hélico sur le rafio. Donc n'oubliez pas ça, surtout, là aussi on va y revenir. Bref, l'heure est venue de traverser la merdouille météorologique. Alors moi j'aimerais bien savoir comment, en 1973, on peut envisager de traverser un phénomène pareil quand, même à notre époque, et avec des engins technologiquement
supérieurs et beaucoup plus robustes, se doivent carrément de contourner un simple cumulonimbus en raison de son activité orageuse. Et puis c'est pas comme si en plus le vortex cyclonique, qui est juste en phase 2, il est à l'image du coup de Zeus après une soirée tacos à l'Olympe, hein, avec de la fumée, du brouillard à couper au couteau, des pluies diluviennes, des tempêtes, des éclairs rouges. Oui, oui, donc des éclairs à la fraise, hein. Enfin bon, je m'inquiète peut-être un peu trop, mais bon, effectivement, ça ne doit pas être si grave puisque... Donc oui, ça fait bip bip de partout dans les hélicos et surtout, vous avez pu constater, ils traversent tout ça avec les portes ouvertes quand même. Carrément, hein. Bref, c'est n'importe quoi. Mais bon, au vu du contexte, moi je serais carrément bad Nick Fury, je me porterais plainte à moi-même pour mise en danger de la vie d'autrui, hein. Vous allez voir qu'il n'est pas en reste en la matière, le bonhomme. Ah, accrochez-vous, c'est du costaud, hein. Bon, et puis après tout, on est dans un film de monstres. Si on commence effectivement à se débarrasser de la viande sacrificielle avant l'heure, dans un truc aussi futile qu'un vortex cyclonique, ça donnerait envie un petit peu au colonel de se résigner, hein. Quoique, vu comme il est con, c'est pas le genre de la maison de se résigner. Bref, après un chaos pareil, à côté duquel, justement, je sais pas moi, un bébé dans une machine à laver ferait presque office de contexte soft. Ah ouais, comme ça, en une microseconde, changement total de temps, quoi. Et donc le survol du secteur permet donc de découvrir un nombre riche de petites portions de terres montagneuses et verdoyantes, entourées d'eau turquoise, donc des territoires encore vierges de tout milliardaire désireux d'obtenir son île, hein, parce que sinon, il y a bien longtemps que Nikos Aliagas en aurait parlé dans 50 minutes inside. Bref, on rejoint donc l'île principale. Oh, les clichés! Oh. Bon, et puis on n'a pas fini pour ça aussi, hein. Bon, du coup, on dépose sur place l'équipe de Landsat. On est prêt, vous pouvez larguer les charges. Et les hélicos de s'exécuter. En gros, on te fait péter la moitié de l'île façon Michael Bay, et on s'en branle de savoir quelle faune ou fleur inconnue on est en train d'éradiquer avant même de la découvrir à coups de bombinette, quoi. Hé, Randa, vous n'allez pas le croire. Le soubassement de l'île est pour ainsi dire creux. Bon voilà, au moins ça a finalement une certaine utilité. Sauf que... Voilà, donc ils viennent effectivement de découvrir une nouvelle variété de fleurs en direct, hein, à savoir le palmier volant suicidaire. Donc non, en vrai, voilà ce qui en est finalement à l'origine. Ah, c'est pas banal ça. Tu m'étonnes. Bref, alors que les militaires ont bien l'intention d'aller voir le fautif pour aller remplir un constat, nous, on découvre que le calcul, bah effectivement, c'est pas le fort du réalisateur, parce que bon, j'ai pas non plus fait maths sup, hein, mais sachant qu'ils ont décollé avec 10 hélicos et qu'ils en ont perdu 2. Mais je comprends pas trop pourquoi sur cette image, finalement, on en voit finalement 11. Mais bon, je chipote sûrement, hein. Bref, la bestiole un peu fâchée toute rouge qu'on fasse des trous dans son jardin et que en plus on la chatouille à coups de mitrailleuse. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Elle se met à faire un carnage. Bon, par chance, Kong ne détruit que des hélicos de figurants, merci, hein. Pour les autres, ils se crachent, on va dire en douceur, parce que justement le scénario a besoin d'eux. Bref, au bout de 5 minutes où le monstre a su prouver qu'il peut être effectivement un excellent batteur. Fin du match aller et Bad Nick Fury face à l'évident échec fixe effectivement son regard sur le gigantesque simien qui lui se barre parce que c'est bon, il a fini son job. Get Lucky, qui porte bien finalement son nom, a évidemment survécu, hein, mais hélas, brille aussi. Et ça, c'est bien dommage pour nous. Du coup, il prend la tête de son groupe de survivants, et de son côté, Chapman, qui était un petit peu le seul personnage avec un nom dans son hélico, et... oh bah quelle surprise, le seul survivant. Tandis que d'un autre côté, eh bien, Bad Nick Fury le contacte par radio, ou plutôt par talkie-walkie Fisher-Price, hein, puisque ça capte pas à seulement quelques kilomètres de distance. Bref, il ordonne à Chapman de rester sur sa position le temps qu'il le rejoigne. Vanessa, on
taille la route ou c'est votre jour de congé? Non, on peut y aller, colonel. Non mais genre, ton Gus, il a la gueule en sang et probablement des côtes pétées, quoi. En vrai, le mec, il en a rien à foutre de ces hommes. Ah ça, c'est un chef comme on en rêve. Mais allons voir dans un autre secteur de crash si, justement, il y a des rescapés. Cool. Non mais ça va pas. Comment tu fais pour avoir envie de manger maintenant? Quand on est vivant, on mange. Ah bah oui, mon gars, t'as bien raison. D'ailleurs, quand on est vivant, on fait aussi caca, hein. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Regarde, la caméra est juste là. D'autant que, visiblement, il a pris le plat adéquat, hein, du cassoulet, comme si effectivement il avait déjà pas assez chié dans son froc durant la bataille précédente, quoi. Coup de bol pour eux, Bad Nick Fury les rejoint. Enfin, je sais pas si c'est véritablement un coup de bol, hein, à voir. Et donc tout le monde se fait des câlins et se met à pleurer les morts. Donc fait encore surprenant quand on sait que jusqu'à présent, eh bien, le colonel se foutait effectivement de ces hommes, hein. Mais l'heure est effectivement venue de demander des comptes. Vous allez me dire absolument tout ce que j'aurais dû savoir depuis le début. Les monstres existent. Sans déconner. Sans déconner. Ouais, d'où tu me piques mes phrases, toi? Mais déjà là, tu te dis qu'avec une phrase de John Cochonou, le dialoguiste, mais il devait être exténué après avoir pondu ça quand même, hein. Et là, Bad Nick Fury, de comprendre que, en fait, il s'est bien fait enfler et que, en vrai, la mission n'avait rien de géologique, mais de prouver, effectivement, l'existence de monstres. Et là, John Cochonou, de nous expliquer que le fameux navire militaire dont il avait parlé au sénateur, en fait, il en faisait partie de l'équipage de ce bateau. Et finalement, c'est le seul à avoir survécu sur 1000 hommes, hein, ce qui est quand même fort, hein, donc survécu du joug d'une menace totalement inconnue et monstrueuse, hein, que lui-même aurait vu. Je sais ce que j'ai vu, ça n'avait aucune conscience. Aucune raison, ça ne savait que détruire. Et qu'en gros, il a créé Monarch pour prouver justement ce qu'il savait. Prouvons les faits. Et nous pourrons envoyer la cavalerie. C'est moi la cavalerie. Ah bah au vu du résultat, c'est mal barré, hein. Du côté du groupe de Get Lucky, Arnold Relou explique que tout ça résulte en fait d'une théorie de la Terre creuse avec de vastes espaces en sous-sol dotés de passages en tout genre, hein, et que en fait chez Monarch, on pense que l'île du crâne en est finalement un point d'entrée. C'est quand même incroyable ce qu'on peut raconter comme conneries avec des théories, quoi. Et pire encore, les mettre en scène dans un film. Bref, leur marche les amènera jusqu'à des plaines verdoyantes et notamment jusqu'à une étendue d'eau qui leur permettra de découvrir un peu la faune locale, hein. Oh. Aucune aquavache, hein, qui jusqu'ici devait respirer grâce à ses branchies, j'en sais rien. Mais enfin, vu le bestiau, je veux pas imaginer la taille des mouches sur cette île, quoi, hein. Ça doit être un de ces bordels pour les journées barbecue. Bon, ceci étant, va quand même falloir m'expliquer comment, techniquement, une bête de 5 mètres de haut, voire peut-être même un peu plus, a réussi à s'immerger dans 1 mètre d'eau de profondeur. Et voyez, c'est ça la logique des scénarios de merde, encore une fois. Bref, du côté de Bad Nick Fury, ça enterre symboliquement les morts en jurant vengeance pour eux, puis les voilà partis dans un champ de bambou, sauf que... Eh oui, après les palmiers volants, le bambou empaleur, hein, non, en vrai... Juste au-dessus, c'est dans les bras. Levez vos armes. Et donc c'est parti pour dézinguer de l'araignée, donc araignée avec des pinces de crabe et des tentacules, s'il vous plaît, hein, et dont le nombre de pattes, effectivement, varie selon les besoins de la scène, voilà. Et donc une fois les pattes tranchées de l'araignée... Ah, tu fais moins la maline, là, hein. Du côté de Get Lucky, on arrive à un endroit avec des fondations en pierre quand soudain... De là, on peut se demander depuis combien de temps avait débuté un petit peu la partie cache-cache de ces indigènes, hein, parce que s'ils n'avaient pas rencontré effectivement le groupe de Get Lucky, ils seraient peut-être là encore dans 4 jours, quoi. Mais pour mettre fin à cette situation de tension... Non, pas la peine de s'énerver. Allez, allez. Donc lui, on va l'appeler Bozo, et donc qui c'est exactement Bozo? Eh ben, c'est le pilote du début du film. Vous êtes encore plus beau qu'un hot dog et une bière. Ah, visiblement, ça a un impact psychologique de vivre ici pendant 18 piges, hein. Venez, faut qu'on rentre. Vaut mieux pas rester dehors la nuit. Mais bon, d'un côté, il y en a un qu'on a un petit peu oublié, c'est Chapman, donc qui fait toujours la tronche, hein. Mais bon, vu le contexte de solitude en milieu hostile dans lequel il est plongé, il a un petit peu de bonnes raisons de le faire. Mais
Comme on ne sait pas quoi raconter à son sujet, on va se servir finalement de lui comme spectateur d'une baston entre Kong et une pieuvre géante. Hein. Donc séquence bien coûteuse mais qui n'a absolument aucune utilité dans le film. Donc voilà, merci pour cette scène Chapman, à dans 20 minutes. Une fois arrivé au village des indigènes, Bozo explique un petit peu les rites locaux. Hein. Ils ne connaissent pas le crime, ni la propriété privée. Ils ont dépassé tout ça. C'est comme si ces gens-là étaient au sommet de l'arbre et nous au niveau des racines. Ouais, alors moi, je leur colle un bon bifton de 5 € dans les doigts et un bon vieux Nokia 3210 avec le jeu Snake dessus, et on va voir s'ils sont au-dessus de tout ça. Bref, on découvre par ailleurs qu'il y a un mur gigantesque en bois pour les séparer du monde des monstres, hein. Mais attends, les murs, c'est un peu le symbole même de propriété. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais tu racontais quoi déjà, Bozo, au sujet de ce peuple et de ses rites, concernant le terme de propriété? Et donc là, il les emmène au sanctuaire du village, à savoir ça. Autant que j'ai pu en juger, ce navire s'est échoué ici 10 ans avant mon arrivée. Ok, alors ton rafio, il est arrivé en plein milieu de l'île comment? Par la main de Dieu? Par téléportation? Enfin bref, sanctuaire à l'effigie des monstres du territoire, et donc Bozo de leur raconter un petit peu qu'en gros, il y a d'un côté des saloperies de bestioles pas cool qui, depuis des milliers d'années, viennent pour bouffer les indigènes, et que à côté de ça, eh bien, il y a la race de Kong qui, finalement, est là pour les défendre. Mais que, malheureusement, il n'en reste plus qu'un. Ouais. C'est Kong. Donc, en gros, Kong, il est cool. Tant qu'on largue pas des bombes chez lui, quoi. Ensuite, on apprend que le fameux japonais qui avait échoué ici en même temps que Bozo est devenu son ami, puis devenu mort, ce qui est quand même un peu pas de chance, en finissant donc dans le système digestif d'un monstre pas cool que Bozo a joyeusement baptisé. Je les appelle les rampants du crâne. Ce qui est particulièrement con puisque finalement ça rampe pas comme bestiole. Ça a des pattes de tyrannosaure bientôt. Et donc quand ces bestioles remontent à la surface... C'est qui qu'on appelle? Kong. Bref, jusque-là, le gorille, il en a fait visiblement son affaire, vu que bon, c'est des petits à chaque fois qui remontent, sauf qu'il en existe un gros modèle qui apparemment a déjà buté toute la famille de Kong. Donc, vu comme c'est annoncé dans le film, on se doute bien qu'on va l'avoir un petit peu comme boss de fin. Bref, après beaucoup de blabla qui rend idiot, Get Lucky explique qu'ils doivent rejoindre la côte nord pour être rapatriés dans 3 jours. Vous serez jamais sur la côte nord de l'île dans 3 jours. C'est impossible. Voilà, ça c'est fait. Alors bon, par chance, avec son pote japonais, ils ont quand même trouvé le moyen de créer un bâton de fortune avec donc les restes de leurs avions. Ah, en fait, les choses sont quand même vachement bien faites dans ce film, puisque faut savoir quand même que nos rescapés, qui n'avaient absolument donc aucune chance de pouvoir rejoindre le point d'exfiltration à temps, rencontrent comme par hasard un mec qui est resté bloqué sur cette île depuis 28 ans et qui, par chance, a construit justement ce dont ils ont besoin, un bateau. Timing parfait. Mais bien sûr que non, que c'est pas une facilité scénaristique. Bref, on retourne voir Bad Nick Fury et ses hommes qui pataugent dans des eaux vaseuses jusqu'au nombril, hein, puisque bon, les maladies inconnues et les parasites, tout ça, hein, c'est très surfait. Et puis bon, là autre chose que, je sais pas moi, il y aurait des sangsues géantes qui te videraient de ton sang en une seule gorgée, hein, sur cette île. Après tout, c'est pas l'endroit où il y a des bestioles carrément disproportionnées, comme on l'a vu depuis le début. Bref, les militaires qui trouvent que le film rend bien hommage à leur statut, levez la main. Bon bah voilà, c'est vite compté. Mais au loin, il repère un arbre rempli de ça. Donc bon, une sorte de ptérodactyle avec, en guise de bec, un nez de requin-scie, hein, et des dents tout droit sorties de la gueule d'un xénomorphe. Alors toi, t'es vilain comme oiseau. Non mais ça t'a pas suffi vos déboires avec la faune locale depuis votre arrivée? Enfin je sais pas, l'autre il bute une bestiole avec un dentier Black & Decker, mais qui donne pas l'impression d'avoir un régime alimentaire à base de clémentine, et non, l'autre il le bute, sachant que en plus il y en a une tétrachier qui pourrait leur tomber dessus quoi. Bref, par chance le groupe ne se fait pas attaquer, donc voilà, c'était juste une scène comme ça pour boucher un trou de quelques minutes. Merci, suivant. Et pendant qu'au village, tout le monde s'affaire pour faire les quelques fignolages sur le bateau de fortune, Brie entend un truc derrière un mur géant. Donc en gros, ça fait des heures que l'hélico il s'est craché au pied du village et que l'aquavache elle se met à beugler coincée en dessous. Mais personne ne l'avait remarqué. Enfin, je sais pas, ils ont tous des boules caisses dans le village ou quoi?
Non mais meuf, t'es pas Captain Marvel dans ce film. Si une aquavage de plusieurs dizaines de tonnes n'arrive pas à soulever le truc, t'espères quoi? Avec tes bras taillés dans des baleines de parapluie. Mais bon, comme Kong, qui passait par là justement en mode ninja, parce que c'est vrai qu'un gorille de 30 mètres de haut, ça s'entend pas arriver, hein. Donc comme il trouve cette scène ridicule, il décide d'aider. Et il se casse. Donc voilà, encore une scène pas bien utile, mais bon, on commence à être rodé, hein. Bad Nick Fury, lui, découvre une montagne écorchée révélant une empreinte de main faite probablement par le sang du monstre, hein, donc le fameux monstre qu'il pourchasse, à savoir Kong, et donc trace dont la taille laisserait croire que la bestiole, finalement, doit faire à peu près 200 ou 250 mètres de haut, mais encore une fois, voilà, les dimensions dans ce film, c'est un petit peu variable selon les besoins. Il perd du sang. Quoi? C'est nous qui avons fait ça. On va récupérer les munitions que transportait le Sistalion et finir le travail. Bonne chance! D'ailleurs, savais-tu que durant le tournage, ils ont fait cette trace sur la montagne avec des centaines de litres de concentré de tomates, mais qu'à l'issue du tournage, la production a reçu une amende pour avoir oublié de le nettoyer, justement? Pour d'autres anecdotes bien foireuses sur les films de merde, pense évidemment à t'abonner à la chaîne grâce au petit onglet en bas à droite. Et bien sûr, à la fin, n'oublie pas de liker et partager la vidéo. Bref, sans transition, on y retourne. Du côté des mécanos, ça avance pas mal puisque effectivement les réparations sont presque achevées. Il y a même carrément l'électricité, il y a la musique. Bref, on se demande bien pourquoi finalement on a besoin au 21e siècle de centrales nucléaires quand il suffit d'avoir quelques avions crashés et puis de l'eau pour s'octroyer la technologie moderne. Mais bon. Ding 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 ding, c'est l'heure d'offrir un petit créneau à Chapman. Mais donc prenons un peu le temps de présenter le décor. Donc un environnement absolument pas prévisible évidemment, hein, à savoir un champ de peupliers, arbres typiques dans les secteurs tropicaux, vous noterez, donc tous serrés les uns aux autres. Maintenant, imaginez un espace circulaire d'environ 10 mètres de diamètre sans le moindre arbre au milieu de cette forêt. Et surtout, une sorte de tronc coupé qui pourrit en son centre et qui, visiblement, n'a rien d'un peuplier, hein, et donc n'a rien à foutre là. Bref, un décor ô combien anodin, me direz-vous. Maintenant, coller Chapman, un mec visiblement pas très chanceux, en plein milieu de ce décor, déposant en plus ses affaires, avec bien en évidence son carnet de lettres à son fils, hein, donc en gros le genre de geste confessionnel qui te signe littéralement un arrêt de mort très proche. Non, personne ne voit arriver le truc, où sont-ce mes aptitudes à voir l'avenir qui recommence? Et donc petite tentative de prise de contact radio de ses collègues, mais en vain, sauf que... Donc une sorte de phasme géant qui semble pas très content que Chapman lui pète sur la figure, hein. Mais bon, la bestiole rebrousse chemin, ce qui généralement n'est pas bon signe quand pourtant un truc pareil qui fait à peu près 10 fois ta taille tourne les talons, hein. Souvent c'est qu'il y a un lézard. Ah bah oui, c'était bien un lézard. Voilà, merci beaucoup Chapman, tu n'as servi à rien, mis à part pour intégrer des scènes de remplissage numérique dégueulasses et totalement inutiles. Au revoir. Un peu plus loin, c'est soirée happy hour chez Bozo, qui donc a invité ses nouveaux potes dans sa tanière, hein, donc Bozo qui dispose de tout le confort moderne, merci, hein, pendant que dehors c'est Aurore Boreal Land, donc événement scientifiquement tellement cohérent dans ce secteur qu'il en ferait hurler les météorologistes, hein. Tandis que pour Bad Nick Fury et son équipe, c'est un petit peu la pause nocturne. Colonel Packard, cette mission pour rejoindre le site du crash, c'est de la folie. Bah surtout que bon, si c'est pour retrouver Chapman maintenant, ça sert plus à grand chose. Déjà qu'avant sa mort, on pouvait pas dire que le colonel en avait quelque chose à foutre de ses hommes, hein. Je sais reconnaître un ennemi quand j'en vois un. Faut quand même pas oublier, lorsque tu bombardes la baraque des autres, bah, la notion d'ennemi, tout ça, hein, enfin je sais pas, t'as pas l'impression que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité? Au petit matin au village, c'est le jour du départ, on démarre le bateau, on dit au revoir et on se casse. Oh bah oui, tiens, chanifie à fond les ballons dans un secteur dangereux de l'île, hein, au cas où justement les bestioles n'auraient pas compris que bah, c'est là qu'il faut attaquer, c'est là qu'il faut bouffer. On s'est casé juste avant que je sois mobilisé. J'ai reçu un télégramme d'elle un jour avant de me faire descendre, elle avait accouché d'un petit bambin.
Bravo Bozo, grâce à cette histoire, tu viens de gagner l'affection du public et donc ton billet de retour sain et sauf. Donc je conseille à toute personne désireuse de survivre de se scotcher à l'une des guibolles de Bozo, hein, très clairement. Soudain! Répondez, quelqu'un m'entend? Ouais, ici Fox 5, on vous entend. Et comme ils sont à 2 km de distance, bah c'est le moment de les retrouver. Mais c'était sans compter sur... Ah, en même temps, j'avais prévenu. La moustache. Bon, par chance, comme personne d'autre n'en a une justement sur le bateau, l'attaque de ptérodactyle Black & Decker est terminée, hein, merci. Et donc une fois sortis des eaux, on célèbre les retrouvailles à coups de bisous, hein, et donc Nick Fury de faire connaissance avec Bozo. Incroyable. Garde à vous, lieutenant. On le ramène au pays. Mec, il était lieutenant il y a 28 piges, à l'heure actuelle, il devrait carrément être général à la retraite, et tu le mets au garde à vous, quoi. C'est fabuleux. Ça confirme davantage effectivement le statut de connard de Nick Fury, au cas où il y en aurait qui en douteraient encore, quoi. En suivant la rivière, on retrouvera le bateau, on pourra arriver à temps sur la côte nord. D'accord, c'est intéressant. Mais il n'est pas question qu'on parte. Tout ça, soi-disant, pour retrouver Chapman, qu'il n'essaie d'ailleurs même plus de contacter à la radio, hein, depuis que le film l'a tué. Sauf que Bozo explique que le secteur où Chapman est supposé se trouver, c'est Suicide Land, quoi. Mais bon, Nick Fury, lui, s'en bat les steaks. Enfin bon, après tout, hein. D'un côté, t'as un mec qui connaît l'île mieux que quiconque pour l'avoir justement arpenté et y avoir survécu pendant presque 30 piges. Et puis de l'autre, on a un groupe de rescapés d'une expédition dont les effectifs ont été divisés par 3 en 24 heures, notamment à cause de son chef. Donc bah vas-y, t'as raison, Nick Fury, suis ton instinct, mec. Non mais vous vous rendez compte quand même comment on écrit cette histoire? On prend un mec qui est prêt à sacrifier sa compagnie pour soi-disant retrouver un seul mec qui est même pas sûr d'être vivant. Mais c'est l'enfer ce gars-là. Et puis c'est l'enfer à suivre vraiment dans ce film, hein. En vrai, le colonel, il est pire que l'île et sa faune sauvage, quoi. Mais si on trouve l'hélico et que Chapman n'est pas là, on ne se lance pas à sa recherche. On revient ici à la tombée de la nuit, entendu? Bien reçu. Bref, on est parti jusqu'à ce que notre équipe tombe stupéfait sur ça. C'est quoi ça? On est où? C'est ce qui reste des parents de Kong. Mais bon, Nick Fury, il leur donne de traverser quand même, donc encore une décision fabuleusement réfléchie, hein, quand on sait que le décor est couvert d'une brume verdâtre épaisse et ultra toxique, et que tout le monde semble pas emballé, Bozo compris. Ça fait que 28 ans que je suis là, pourquoi m'écouter? Ben voilà, tu viens de résumer la qualité d'écriture des personnages en une seule phrase, mec. Hein. Putain, je sais pas moi, mais vous êtes une dizaine face à un seul mec qui vous rapproche de l'abattoir, mais à chaque pas en plus que vous faites. Et notamment pour ces mauvaises décisions, enfin je sais pas, la mutinerie, ça vous parle? Bon apparemment non, mais bon j'imagine que tous ont eu un petit peu peur de passer en cour martiale pour insubordination, alors que bon, ils sont peut-être même pas sûrs de survivre s'ils relèvent pas rapidement leur chef de ses fonctions, quoi. Et évidemment, même Get Lucky accepte à nouveau d'obéir aux ordres, hein. Alors bon, si vous espériez effectivement enfin que le personnage se révèle comme le héros que l'on a voulu nous vendre, bah voilà qui devrait définitivement enterrer cet espoir, hein. Au milieu du charnier, ça pue la mort évidemment, donc l'air est contaminé, mais Cole décide quand même de s'en griller une petite, jusqu'à ce qu'on lui dise que c'est peut-être pas le meilleur endroit vu les odeurs, du coup... Ce qui permet effectivement d'annoncer leur présence à d'éventuels monstres, vu que ça fait bien 10 minutes qu'on n'en a pas vu, donc il est temps d'en remettre un petit peu sur le devant de la scène. Donc ça s'annonce pas terrible jusqu'au moment où... Ah, visiblement Chapman semble pas très digeste, mais bon, voilà, hein, comme ça vous êtes fixés. Bref, une fois les bestioles éloignées... Coupez, coupez! Oh bah oui, tiens, continue de gueuler comme ça, ça devrait pas faire revenir les monstres. Sauf que... Oh merde. Et alors c'est fabuleux parce que la peau du lézard, elle doit être 10 fois plus épaisse et dure que celle d'un humain. Preuve en est, on lui tire dessus, ça fait que dalle, mais on voit et on entend encore les flashs de l'appareil photo à travers. C'est extraordinaire la logique. Bref, ça permet donc de repérer le monstre dans cette purée de gaz pour commencer effectivement à l'attaquer. Ouais, visiblement ça va pas être simple. Et alors que la bestiole est sur le point de bouffer Brie, et on espère qu'elle va y arriver.
Oh merde, c'est raté. Sauf que ça finit avec une réaction en chaîne débile, donc du mec au lance-flamme projeté qui explose à l'atterrissage, ce qui propulse un autre mec dans un secteur en flammes, provoquant ainsi l'explosion des grenades de gaz toxique qu'il avait sur lui, ce qui fait sortir des ptérodactyles Black & Decker qui faisaient la sieste sous des cailloux et qui attaquent donc nos héros. C'est n'importe quoi. Bref, c'est la merde totale. Bon, il y a bien que Bozo qui est tranquille, hein. Lui, de toute façon, il est sûr de rentrer vivant. Ah bah, il pourrait même enrubaner le rampant avec du PQ pour l'emmerder, que ça le condamnerait pas plus à mort. Hein. Du coup, comme il en a pas besoin pour survivre, bah, il prête son sabre à Get Lucky, qui se lance effectivement dans l'émincé de Piaf sauvage, hein, mais ultra easy, quoi. Hein. Ou alors que pourtant, je tiens quand même à rappeler, c'est le sabre AliExpress du début du film que Bozo avait su arrêter à main nue, quoi. Bref, au final... Voilà, fini le monstre. Du coup, Bozo tape un petit peu du pied, parce que bon, là, ça commence à devenir un petit peu nawak, hein, donc les décisions de merde que prend Bad Nick Fury. Et il faut faire demi-tour tout de suite! Pas tant qu'on n'aura pas récupéré Chapman. Oh mais je sais pas ce qu'il t'a fait ton Chapman pour mériter d'être sauvé, quitte à avoir perdu 3 ou 4 hommes dans la dernière bataille, quoi. Enfin, mais je sais pas, il a des codes nucléaires dans sa poche, ou alors peut-être qu'il a une photo de toi en soubrette et puis il te fait chanter avec ça au pays. Je suis désolé, colonel Packard. Chapman est mort. Ah, enfin! Ça ne change rien. On cherche quand même l'hélico qui s'est écrasé. Mais pourquoi? Et là, en fait, son obstination, c'était pas de retrouver Chapman, mais l'hélico, pour y récupérer les armes afin de buter Kong. C'est pas Kong qui a tué Chapman. Mais il a tué ces hommes-là. Mec, t'es responsable d'autant de morts à toi tout seul. Et pour rappel, t'es chez Kong, pas chez toi. Putain, ce personnage, c'est une horreur en termes d'écriture, vraiment. Hein. Bon, les autres sont pas terribles non plus, mais bon, lui, c'est vraiment la palme. Je peux pas vous laisser faire ça, colonel. Non, tirez pas. Oh, l'ambiance électrique, dites-moi. Cette guerre-là, messieurs, on ne la perdra pas. En fait, le mec, il s'en branle de tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est compenser son Vietnam, quoi. Mais bon, visiblement, ces hommes sont au moins aussi bêtes que lui, et donc préfèrent le suivre, en oubliant que, sans lui, ils seraient tous à la maison à l'heure qu'il est, à jouer notamment à la bête à deux dos avec madame, quoi. Du coup, Get Lucky prend l'initiative d'amener les civils au bateau, où ils attendront effectivement le retour des militaires déchus, à essayer de vaincre un monstre qui les aplatit comme des balles de ping-pong sous une enclume. Hein. Parce que c'est tellement plus logique de vouloir aller essayer de le buter, en sous-nombre en plus, et sous-armé, plutôt que de se dire « Bon allez les gars, vous savez quoi ? On repart de l'île, on débriefe la situation, et on revient avec des moyens plus appropriés, quoi. » Non, trop intellectuel. Bref, arrivés à l'hélico, nos soldats récupèrent tout ce qu'ils peuvent pour, justement, le feu d'artifice, hein. Vous me préparez l'artillerie. On va lui faire un beau cadeau avec ce napalm. Ah bon, il y avait du napalm? Mais à la base, c'était pour en faire quoi? Non, parce que dans le projet initial de l'excursion, ça n'avait aucun intérêt du napalm. Enfin, je comprends pas, quoi. Du coup, le scénariste a décidé que, pour les besoins du film, hein, pouf, comme ça, en mode ta gueule, c'est magique, eh oui, il y en avait dans l'hélico. C'est extraordinaire. Mais sinon, dès lors qu'en plus, ces soldats pensent que leur chef est quand même devenu aussi fou que dangereux pour eux-mêmes, enfin, je sais pas, je peux vous soumettre l'idée peut-être d'une dragée dans le buffet, et puis une fois rentré au pays, vous dites qu'en fait, il s'est fait becter par une bestiole, et puis terminé, on n'en parle plus. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans d'autres conseils de survie. Et pendant ce temps, c'est Get Lucky et Brie qui ont décidé de partir en éclaireur pour voir un petit peu la route à suivre. Hein. Et alors, c'est génial parce que d'un plan à l'autre, un coup tu vois la route, et la seconde qui suit, c'est brume totale. C'est extraordinaire la logique. Quand ils tombent nez à nez avec Kong, soudain... Oh bordel, encore des trous dans son jardin, quoi. Du coup, le couple de héros redescend de sa montagne pour signaler aux civils qu'ils vont essayer de sauver Kong. Parce que bon, vous comprenez, hein, on est des gentils. Hein. Kong, lui, de son côté, il repère direct le colonel et se rue sur lui, mais... Bon, malgré le piège, il prend quand même le temps de tuer un ou deux couillons avant de s'effondrer, au passage. Hein. Il est temps de montrer à Kong que c'est l'homme, le roi.
Oh là là, c'est plus possible, bordel, mais butez-moi ce mec. Seulement... Et donc le groupe de sauveurs qui arrive après avoir parcouru 5 km de jungle et de rivières infernales en 5 minutes, hein, merci. Et donc, Bad Nick Fury d'expliquer que de toute façon, eux, ces militaires, ils font ce boulot pour éviter au monde d'être confrontés à de telles choses, de telles horreurs, hein. Mais sauf que mec, c'est toi l'envahisseur ici, c'est toi l'horreur de ce film. Et c'est sans oublier évidemment que Bozo avait auparavant expliqué que Kong, bah, c'est un peu le seul physio de la planète qui empêche les rompants de rentrer dans le resto avec un buffet à volonté à base d'êtres humains. Arrêtez! Le monde a d'autres priorités. Mais ferme-la, toi! Ah! Bon, bah voilà, on peut au moins offrir à Bad Nick Fury la palme du meilleur service rendu aux spectateurs en l'envoyant se faire foutre, hein. Bref, comme personne n'arrive visiblement à se décider... Donc le fameux lézard mouse costaud, hein, annonçait qu'on double, hein. De toute façon c'était évident qu'on l'aurait à la fin. Bon, sauf que de loin tu vois pas la différence de taille avec les autres qu'on a déjà vu dans le film, mais bref, en même temps c'est toujours un petit peu compliqué, hein, de donner un peu un rapport d'échelle quand tu as rien en comparaison pour pouvoir voir effectivement la différence de taille. Donc voilà, concrètement une entrée en matière qui fait littéralement shit. Et tandis que tout le monde se barre, le colonel, lui, bah non, il persiste dans son idée qu'il a un boulot à finir, hein. Crève, espèce d'enfant. Et donc c'est parti pour la bagarre. Bon alors 5 minutes plus tard, effectivement, comme vous pouvez le constater, il fait jour, c'est génial, hein. Ah bah ça prévient pas, hein, sur cette île, hein. Jour, nuit, jour, nuit. Mais nos héros sont rapidement talonnés par le lézard, justement. Laissant entendre que Kong, il a pris un petit peu une rouste, hein. Oh là là, mais alors, Kong serait-il mort, hein? Hors champ comme ça? Mais vous imaginez un petit peu si on découvrait qu'en fait, eh ben non, il est encore vivant, mais quel effet de surprise incroyable ce serait, hein? Bref, comme ça pue du coude, Cole, qui donc fait partie encore des survivants, est à deux doigts de pouvoir quand même sauver sa vie de cette espèce d'enfer, hein, mais se dit que, oh bah tiens, ce serait pas mal finalement de se sacrifier à coup de grenade avec le monstre. En fait, le mec, il nous fait une Billy dans Predator 1, tu sais. Sauf que si d'habitude, ces saloperies de lézards ont tendance finalement à gober les humains, et ben là, non, notre bestiole a préféré une autre option. Home run. Et puis alors l'explosion, waouh, c'est joli beau. Bah, sachant que bon, faut quand même le rappeler, hein, en plus des grenades, Cole avait quand même mangé au préalable du cassoulet, hein, donc forcément que ça aide un petit peu. Bref, ça sent pas bon pour nos héros quand soudain... Oh bah ça alors. Du coup, deuxième round. Jusqu'à ce que malheureusement... Voilà donc Kong qui finit exactement comme dans une partie de bondage hard SM, hein, enchaîné de la manière la plus improbable à l'encre d'une épave de cargo, donc cargo que les scénaristes d'ailleurs ont eu envie de planter là, voilà, en plein milieu. Bon, on se demande encore comment justement cet autre bateau, cette autre épave est arrivée jusque là, mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Et pile avant de se faire achever par le lézard... Eh oui, c'est notre Rafio de fortune qui arrive pour le canarder, et tandis que Kong a fait sauter les chaînes qui l'emprisonnaient grâce à... Bah sûrement grâce à une meuleuse qui traînait dans les parages, hein. Bah, je vois pas d'autre explication en même temps. Voilà, donc la bestiole est enfin tenue en laisse, du coup, bah, il peut lui maraver la bouche, hein.
Et puis prends ça aussi dans ta gueule. Fin de l'histoire. Du coup, Kong, il en a quand même un petit peu ras le cul de tout ça hein, et décide de se barrer, surtout que bon, derrière, il a plein de trous à reboucher dans son jardin, faut quand même le préciser. Et pendant que le Rafio reprend la route pour rejoindre le point de ralliement, Brie se sent quand même bien conne parce que, en vrai, elle a pris des photos de tout et n'importe quoi, mais au final, si on se rappelle bien, elle n'a pas pris une seule photo d'un seul monstre vivant, quoi. C'est quand même fabuleux. Hein. Et donc, c'est une gonzesse qu'on a voulu coller en couverture de Time Magazine. Mais au fait, parce que je vous avais dit de garder le truc en mémoire, mais vous savez, là, le point de ralliement, justement, là, ils seront rapatriés par des hélicos qu'on voit notamment dans l'œil de Kong. Hein. On voit légèrement 3 petits points. Donc ça, ce sont les hélicos du point de ralliement. Mais justement, vous ne vous demandez pas par quel hélico ils se font rapatrier? Non, parce qu'au final, ils sont quand même partis avec tous ceux dispo sur le paquebot, donc 10 ou 11, hein, enfin, même le réalisateur, finalement, il ne savait plus. Hein. Donc, ils les ont trouvés où ceux prévus justement pour le rapatriement. Je sais pas, c'était quoi? C'était des hélicos gonflables qui étaient stockés dans les caisses de la soupe du bateau de Landsat? Enfin, j'en sais rien, quoi. Bref, on n'aura jamais la réponse de toute façon à ça parce que fin, hein, et puis surtout parce que effectivement hein, pour le réalisateur c'est un peu trop chiant à justifier. Bon et on finit quand même avec une petite rétrospective du retour à la maison de Bozo hein, et une scène post-générique où Brie et Get Lucky subissent effectivement un petit topo chez Monarch pour expliquer que en fait il n'y a pas que Kong sur cette planète et que du coup on va en bouffer d'autres des films de merde. Ah, c'était extraordinaire. Bien sûr, je le rappelle, tout ceci ne reste qu'une vision satirique de distraction d'un film. Moi-même, je sais apprécier les regarder, hein, ces objets filmiques hors du commun. Bon, avec une bonne pinte de White Spirit hein, pour faire passer tout ça, parce que voilà. Donc, pour soutenir mon effort de guerre à travers le bousoscope, parce que voilà, c'est des vidéos qui sont quand même pas très simples à produire tout de même, je tiens à le préciser. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce en l'air et partager la vidéo. Je vous rappelle que l'abonnement à la chaîne, c'est rapide et en plus, c'est gratos. Et en attendant, eh bien sûr, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures du bousoscope. Allez, bye!